Yens, euros, dollars, devises, billets, spéculation sur vos actions. Ça nous connaît, opérations financières de grande ampleur qui génèrent des millions dont vous ne verrez pas la couleur, on est trader. C'est qu'il s'agit véritablement d'une mesure radicale, de très grande ampleur, hein, à large spectre dans les transformations qui peuvent être induites par cette mesure. Ça va avoir des incidences économiques phénoménales, des incidences sociales, politiques et peut-être anthropologiques, j'y reviendrai, le terme fait peur, qui sont considérables. Donc il s'agit d'une proposition tout à fait audacieuse, mise au cœur du débat politique, un peu par surprise pour ceux qui, depuis maintenant, savent que ça existe, mais où ça restait un petit peu souterrain. On pourrait même dire que c'est vraiment une proposition grandiose. Bon. De temps en temps, on a l'impression que les hommes politiques nous présentent des projets de technocrates avec une petite modification à la marge de ce petit dispositif ici, de celui-là. Là, on a vraiment une proposition transformatrice du rapport au travail, du rapport aux revenus, du rapport même à l'image de la condition humaine. Donc, rien que pour ça, je trouve que la question est passionnante et qu'on a raison de s'en emparer. Deuxième pour, si j'ose dire, c'est évidemment ce que voient en premier lieu les promoteurs de ce dispositif, c'est un projet émancipateur. Émancipateur, Brigitte l'a dit, relativement à la société du travail et même, comme dirait Jean Gadret, au travaillisme, c'est-à-dire à une société où on est véritablement happé, conditionné par non seulement le temps passé au travail, mais tous les enjeux qui se jouent au sein du travail. Donc un projet d'émancipation qui fait qu'on peut prendre nos distances vis-à-vis de cette corvée, pour certains, et même pour ceux pour qui ce n'est pas une corvée, mais qui ont quand même le nez complètement dedans, la capacité à avoir du recul par rapport à la société travailliste, toutes ces règles, tous ces enjeux, dont la compétition, dont la carrière et dont les pathologies. Dans ce projet émancipateur, beaucoup, Brigitte l'a dit aussi, y voient un moyen de conforter le pouvoir de négociation des salariés aussi. À partir du moment où vous savez que vous avez une position de retrait qui est plus ou moins sécurisante, je ne vais pas dire confortable, parce que même avec 1 000 € par mois, on n'est quand même pas dans une situation reluisante. Bon, mais disons, une position de sécurité qui évite le pire, ceci peut conforter le pouvoir de négociation sur le marché du travail et faire en sorte qu'on n'accepte pas n'importe quel type de boulot. Pas un boulot trop mal payé, et pas un boulot, disons, précaire, par petits bouts et dégradant. C'est un argument très fort de la part des promoteurs de cette proposition, mais j'y reviendrai parce qu'il y a peut-être un contre-effet qui est pas secondaire. Et puis, on a vu aussi cet argument chez Benoît Hamon, l'idée que, et Brigitte l'a dit aussi, que ça peut être une assurance de risque entrepreneurial, c'est-à-dire que des gens qui veulent se lancer dans une aventure entreprenante, c'est pas forcément l'entreprise privée SARL dont on entend toujours parler, mais ça peut être un projet associatif, ça peut être un projet de scope, ça peut être un projet personnel, artistique ou culturel. Ça ferait une véritable assurance, un bout d'assurance entrepreneuriale ou entreprenante. Donc, projet émancipateur qui conforterait, à la fois permettrait de prendre de la distance vis-à-vis des contraintes du monde du travail et conforterait la position des salariés vis-à-vis des choix qui leur sont éventuellement faits. Deuxième point important. Si le montant, troisième point, si le montant de ce revenu est conséquent, mettons 1 000 €, il est sûr qu'un des troisièmes avantages, il est incontestable, c'est d'attaquer de front, et sans doute d'être une bonne solution, au précariat et à la pauvreté. Bon. Avec un revenu comme ça, en théorie, on est au-dessus du seuil de pauvreté, et on n'est évidemment pas obligé d'accepter les boulots précaires. Donc quand même, c'est une mesure, si elle pouvait être mise en œuvre, et si elle était mise en œuvre, qui ne raterait pas un objectif énorme, c'est d'en finir avec la pauvreté et d'en finir avec le précariat. J'insiste, cette pauvreté dont on ne s'est pas débarrassé depuis quasiment 2 siècles, sauf pendant cette période qu'aujourd'hui certains considèrent comme extraordinaire, mais sauf pendant la période des 30 Glorieuses. Mais cette pauvreté revient toujours au cœur de l'abondance,
Et la difficulté de la traiter, vous la connaissez tous. Quatrième élément, c'est pas la peine d'être trop long, un instrument de justice sociale, c'est évident. Ça va être, si c'est mis en place, c'est un instrument de redistribution des revenus considérable. Si vous voulez, avec des effets redistributifs extrêmement puissants, c'est peut-être pas la peine d'en parler, ça semble complètement évident. Cinquième avantage, les promoteurs nous disent, face à cette mesure, un des intérêts connexes de cette mesure, c'est de sortir les publics aidés de la mendicité de leurs propres droits. On sait tous, par exemple, que le RSA, qui est un droit, en tout cas quand on en remplit les conditions, est très difficile à obtenir. La paperasserie est énorme, la bureaucratie est considérable, on vous met presque des bâtons dans les roues pour l'obtenir, puis les vérifications sont tatillonnes, elles sont même intrusives et culpabilisantes. Bon. Tout ça alors qu'il s'agit d'un droit. Donc les promoteurs de la mesure disent l'inconditionnalité fait que au moins on ne vous demande pas vos papiers, si j'ose dire, il y a un droit et il s'exerce avec une automaticité. Donc on sort de la mendicité et on sort aussi, disent-ils, c'est très important, de la stigmatisation des publics aidés parce que par le caractère universel de la mesure. Tout le monde touchera le revenu universel, et donc ça crée de l'être ensemble, ça crée un sentiment partagé de bénéficier des avantages d'une société développée, etc. Bon. Ce sont des arguments quand même extrêmement forts en faveur de ce type de mesure. Dernier avantage que j'y vois, le fait que ce soit une mesure radicale, profonde, grandiose, ça permet peut-être des débats intelligents et ils ne sont pas si fréquents si on s'en réfère aux objets qu'on nous met au cœur de la campagne. Alors, maintenant, disons, les arguments contre, c'est peut-être trop schématique de dire ça, mais les interrogations que ça suscite, les doutes que ça suscite, les objections qui ont été adressées aux promoteurs de cette mesure, ils sont quand même un certain nombre. Je vais essayer de les regrouper en 5 ou 6. Pour ne pas être trop long, je vais peut-être les citer plus que les détailler. Je m'arrêterai sur un ou deux d'entre eux. Évidemment, la question du financement de ce type de mesure. Je ne dis pas la question du coût, parce que ce n'est pas une question de coût, c'est une question de redistribution. Hein, c'est comment, après la perception des revenus primaires, l'État intervient pour redistribuer les revenus créés. Et donc, la question est de savoir si on attribue des ressources à tout le monde suivant le montant qu'on a dit, sur quelles ressources on prélève, comment on prélève ces ressources. Bon. Alors Jean Gadret là, a fait un petit calcul, c'était dans Alteraco de ce mois-ci. Jean Gadret prend l'exemple vraiment à minima, c'est-à-dire qu'il est en dessous de ce dont on parle. Un revenu universel de 500 € par mois, donc on est à peine au-dessus du RSA. Ça ne veut pas dire qu'il défend cette proposition, hein, c'est un petit calcul sur le coin de la table. 500 € par mois pour 52 millions de personnes de plus de 18 ans et 200 € par mois pour 15 millions de citoyens qui n'ont pas encore 18 ans, inférieurs à 18 ans. Total, ça ferait tout de même 348 milliards d'euros par an. Bon, c'est à peu près ce qu'est aujourd'hui le budget de l'État, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Bon. Alors, il prend quand même en considération le fait que si on allouait une somme de ce montant-là, absolument considérable, il y aurait par ailleurs des économies qui seraient réalisées sur d'autres postes. Ça se substituerait évidemment au RSA et à d'autres minima sociaux qui sont à peu près du même ordre que le RSA. Donc on ne verserait pas deux fois les choses tout de même dans son esprit. Et par ailleurs, ça se substituerait aussi aux allocations familiales, ça c'est le plus évident. S'il y a 200 € par enfant, c'est un dispositif plus avenant que les allocations familiales. Bon, et en ayant fait ce calcul, il dit les économies seraient de l'ordre de 80 milliards en face d'une dépense supplémentaire de 350 milliards. Il reste 270 milliards à trouver.
Bon. Alors, comment, c'est une vraie question quand même. Et pour ma part, ça suscite une véritable interrogation. Bon, alors, les promoteurs de la mesure disent, oui, mais pour beaucoup de gens, de toute façon, ce qu'on leur aura versé, on le reprendra quasiment aussitôt sous forme de l'impôt sur le revenu. Bon, c'est exact, hein, puisque vous sauterez d'une tranche ou deux quand vous êtes à un revenu au-dessus du revenu médian, mais ça ne fait pas tout du bouclage de la mesure. Donc, grosse hypothèque là-dessus, à mon avis. Deuxième élément de doute ou d'interrogation, bon, mais c'est le revers de cette mesure ambitieuse et grandiose, ça crée une incertitude énorme sur ce qui va être généré en aval sur la formation des salaires et des revenus. Bon, alors je vais être un petit peu plus explicite. Le risque, premier risque, est-ce que ça ne peut pas créer une espèce de trappe à smicard? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est au niveau du SMIC, par exemple, que ce revenu universel s'ajoute au SMIC, on arrive, bon an, mal an, à 2000 € net par mois, y aura-t-il jamais un patron désireux d'encore augmenter ou de sortir les gens de cette situation du SMIC en considérant que finalement, avec le SMIC, on vit bien, puisqu'on vit avec 2000 € par mois. Et crainte supplémentaire, ceux qui sont au-dessus du SMIC, et même parfois très éloignés du SMIC, contrairement à ce qu'on indiquait tout à l'heure, ne vont-ils pas voir leur pouvoir de négociation finalement s'affaiblir? Parce que le patron, il sait aussi que vous avez, quoi qu'il arrive, 1000 € par mois. Et donc, un cadre moyen dans la fonction publique ou dans le privé qui est à 2000, 2400 € net par mois, qui arriverait là du coup à 3400 € net, bon, est-ce qu'il aura la force de résister à l'idée, bah, je t'ampute ton salaire de 400 ou 500 € parce qu'il t'en restera quand même 400 ou 500 €, et puis les nouveaux venus sur le marché du travail, eux qui n'auront pas connu la situation antérieure, est-ce qu'ils auront le pouvoir de résister? Donc là aussi j'ai un doute sur l'argument pouvoir de négociation. Je pense que ce qui reste vrai, c'est pouvoir de ne pas accepter n'importe quel type de job. Hein, ça me paraît juste. Mais en matière salariale, c'est une question bien connue des économistes. Il y a vraiment ce risque de voir les salaires finalement payés par la collectivité plutôt que par les patrons, à partir du moment où ils savent que la collectivité vous assure déjà 1000 €. Bon. Troisième difficulté, disons, il y a la question du cumul de ce revenu ou du remplacement d'un certain nombre d'allocations. Alors, dans l'annonce que j'ai faite tout à l'heure, si on prend au sérieux la mesure, normalement, on ne remplace pas trop. Bon. Mais est-ce qu'on pourrait échapper au débat? Bon, ben, on limite à la substitution, aide au logement, allocation familiale, minima sociaux. Ok, ça, on veut bien le remplacer puisque ça n'a plus lieu d'être. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui va lever le petit doigt en disant « Oui, mais les allocations chômage, par exemple, quand on est mis au chômage, est-ce qu'on cumule les prestations chômage et le revenu universel ?» Il y a presque un peu de contradiction logique dans l'affaire, puisque on cumule deux types de revenus liés à un non-travail. L'un qui résulte de la cotisation salariale et l'autre qui résulte de ce dispositif. Il y aura rapidement des gens pour dire, là c'est vraiment le beurre et l'argent du beurre. Bon, peut-être que je me fais l'avocat du diable et qu'il n'a pas besoin d'avocat aussi bon que moi, mais je pense que il y a vraiment un risque là de dire, bon, s'agissant des allocations chômage, on ne peut pas cumuler, on peut simplement bénéficier en déduction de la différence. Pourquoi pas aussi lever le petit doigt sur les prestations retraite? Qu'est-ce qu'on fait? On cumule les prestations retraite et le revenu universel. Bon, je pense qu'il y a aussi un risque ici. Quatrième point. Bon, peut-être que c'est là le point, à mon avis, le plus effrayant, même s'il est difficile à rendre concret. Je pense que c'est porteur d'un danger considérable, d'un fractionnement de la société
et d'une fragilisation de l'ensemble des institutions qui ont été les institutions protectrices du salariat. Pourquoi? Parce que si on gratte un peu derrière le caractère universel de la mesure, là qui fait dire, bon, ben, ça crée de l'être ensemble, on est tous logés à la même enseigne, politiquement, ça crée du partage, ça fait société. Bon, ben, ça c'est, disons, l'imaginaire politique qui va être créé avec ça. Mais après, il y aura la réalité. Et dans la réalité, il y aura, disons, des gens qui ne travaillent pas à un moment donné. On ne saura pas d'ailleurs si c'est par choix ou par caractère subi. Et de l'autre, il y aura des gens qui travaillent. Bon. Et à mon avis, ça c'est lourd d'un risque politique absolument énorme. C'est qu'il y ait une désolidarisation ou une désaffiliation d'une partie du salariat de l'autre, qui est impliqué dans la production et les revenus salariés. Et c'est quand même à l'intérieur du salariat que se sont constituées les institutions grandioses qui nous protègent. Le Code du travail, les syndicats, et puis la sécurité sociale. Toute la sécurité sociale. Alors, jusqu'ici, d'une certaine manière, la socialisation du capitalisme ou la domestication du capitalisme a été faite finalement de l'intérieur même du capitalisme et de son institution principale, le salaire et la protection des salariés. Si on laisse à croire qu'on peut vivre en dehors de ce monde, d'une certaine manière, ce monde-là qui vit en dehors, partagera-t-il encore les enjeux des salariés? Bon, il y a une véritable interrogation là quand même à cet endroit. Et surtout, le monde politique pourra éventuellement s'estimer quitte une fois pour toutes vis-à-vis, disons, de ces exclus, qu'ils soient volontaires ou involontaires, quitte pour solde de tout compte. Bon. Et en pire que ça, peut-être avec une forme de condescendance cynique. C'est-à-dire, écoutez, soyez contents parce que vous vivez déjà plus ou moins honnêtement du produit du travail social auquel vous ne participez pas. Hein. Donc, de là où vous parlez, vous n'avez presque plus rien à exiger de la société et de vos contemporains. Donc, je me dis qu'il y a, c'est une espèce de pharmacone, comme disaient les Grecs. Il y a plein d'avantages considérables à cette mesure, mais c'est comme la chimie et les poisons, ça soigne et ça tue éventuellement. Et je crois que là, je me demande si c'est vraiment traité cette chose-là. Bon. Cinquième risque, ou cinquième difficulté, abandonner la perspective du plein emploi. Alors vous me direz, elle est déjà largement abandonnée puisque ça fait 20 ans, 25 ans qu'on s'est habitué au chômage de masse. Oui, peut-être, mais c'est le néolibéralisme qui a abandonné la perspective du plein emploi. Et pour ma part, les progressistes ne doivent pas l'abandonner. Bon. Et donc là aussi, le risque est gros de dire, bon, ça devient moins urgent, puisque quand il n'y a pas d'emploi, il y a le revenu universel et on peut laisser filer les choses. Bon. Je pense que ce risque est considérable. Bon. Et je crois que je vais à peu près m'arrêter là, puisque j'ai traité à peu près en même temps le risque politique et la question anthropologique, entre guillemets. Je voudrais dire juste pour terminer... C'est bien, c'est là-dessus que je voulais rebondir, donc vas-y. Donc, parce que je vois le titre de la page, moi. Donc, ouais, c'est bien, très bien. Vas-y, bah, rebondis comme non, ça. Mais voilà, mais tu pourras faire l'animation. Finis quand même. Non, mais de toute façon, je tourne la perche. Donc, non, mais ma question, c'était bon, on critique le revenu universel, mais au moins, il y a une proposition. Si on n'a pas ça, il faut bien proposer autre chose. Il faut proposer notre espérance face au travail, face à l'emploi, face au chômage. Et comme je vois que le titre, c'est les solutions alternatives, bon, ben voilà, allons-y. Oui, alors sans faire tout un programme économique, hein, c'est-à-dire vraiment en partant de cette question du revenu universel, sous l'angle, bon, si on est vraiment convaincu qu'il faut faire quelque chose de fort et puissant à cet endroit-là, hein, n'y a-t-il pas mieux à faire? Alors, mieux, sans doute pas aussi grandiose et radicale, mais peut-être un peu plus économe et en tapant au bon endroit, quand même faire bouger les lignes significativement. Pour ma part, j'ai tendance à penser qu'avec à peu près 3 fois moins de moyens, disons pas 350 milliards d'euros, mais plutôt 100 milliards d'euros,
on a des chantiers qu'on peut attaquer et mener à bien de manière très significative. Alors, pourquoi 100 milliards d'euros? Parce que on reprendrait les 40 milliards du pacte de responsabilité qui n'a mené absolument à rien en termes de création d'emplois, de lutte contre la pauvreté et de lutte contre la précarité, mais à rien, strictement à rien. Il y a des rapports officiels qui commencent à sortir et à taper fort sur ce pacte de responsabilité. Donc 40 milliards à récupérer par an, d'accord, plus les 50 milliards de fraude fiscale contre lesquels jusqu'ici on ne fait pas non plus grand-chose, des fraudes à la TVA, mais aussi toute l'optimisation fiscale légale des grandes firmes multinationales qui ne paient plus d'impôts sur les bénéfices. Bon, il y a aussi 50 milliards à aller chercher de ce côté-là. Donc, avec 100 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut quand même revaloriser considérablement les minima sociaux, il me semble, et les rendre quasiment automatiques. Ça peut poser des difficultés bureaucratiques, administratives, mais enfin, quand on a vraiment envie de les surmonter, on peut le faire. Donc, le caractère automatique, non intrusif, non culpabilisateur, on peut le réaliser. C'est une question d'organisation et de volonté politique. Ensuite, améliorer substantiellement l'indemnisation du chômage. J'y reviendrai, c'est possible et c'est intéressant. Troisièmement, une proposition qu'on rencontre fréquemment dans le débat politique, chez les think tanks progressistes, c'est une proposition beaucoup portée par Paul Ariès, créer des droits d'accès gratuits à un panier minimum d'un certain nombre de biens, qu'on peut appeler des biens communs ou des biens fondamentaux, dont on pense qu'aujourd'hui, ils constituent le socle de base d'une vie décente. Pour être moins empoulé, on pourrait avoir tous droit à un minimum d'eau potable, gratuite, bon. À des transports en commun gratuits, un minimum, à un socle énergétique ou un bouclier énergétique qui fait que les premiers kilowattheures, peut-être pas les tout premiers, un certain nombre de kilowattheures soient gratuits. Bon, et les communications aussi soient gratuites. Et qu'ensuite, au-delà de ce panier décent dont on discuterait collectivement, qu'ensuite il y ait des tarifications très progressives. Et qu'en particulier, ceux qui consomment trop d'énergie relativement à ce panier décent, payent aussi les dégâts écologiques qui créent ce faisant. Donc ça, c'est une proposition tout à fait intéressante de créer cette sécurité sur les biens fondamentaux. On peut aussi, plutôt qu'un revenu universel, créer une sorte d'héritage social, donc une dotation en capital. Je ne dis pas que je suis convaincu par cette mesure, hein, c'est une proposition qu'on voit arriver. Plutôt que d'attendre 65 ans pour hériter de nos parents, vous pouvez fermer la caméra, pour hériter de nos parents qui vont mourir vers 90 ou 95 ans, bon, il vaudrait mieux qu'on hérite à 18 ans d'un héritage social en prélevant mieux ou en taxant mieux les successions qui sont aujourd'hui quasiment plus taxées en ligne directe, hein, parce qu'il faut quasiment une succession de plus de 300 000 € par personne pour être taxée. Donc voilà, un petit panier de départ pour démarrer dans la vie, je ne sais pas, 25, 30 000, 40 000 euros à 18 ans. Mais aussi, pour réduire le précariat, pour détendre les liens de la société travailliste, il y a la réduction du temps de travail. La réduction et le partage du travail, de manière significative. Enfin, le monde serait quand même beaucoup plus beau à regarder, et nous-mêmes, nous serions sans doute en meilleure santé, en meilleure disposition pour faire des choses intelligentes et socialement utiles, si on travaillait plutôt 30-32 heures par semaine, correctement organisées, et que la réduction du temps de travail contribue à donner du travail à tout le monde. C'est une proposition qui me semble beaucoup moins radicale, même si elle est un peu tombée à côté de la table ces dernières années, mais elle est beaucoup moins radicale que celle du revenu universel, mais elle fait, disons, du projet de sortir de la société travailliste un vrai projet collectif, organisé et intelligent. Je rappelle une donnée, pardonnez-moi, je ne veux pas être trop long, mais une donnée importante, c'est que depuis les années 70, avec l'augmentation du taux d'activité des femmes, le temps de travail d'un couple, homme-femme, pour le coup, j'ai choisi cet exemple, mais ce n'est pas rédhibitoire, le temps de travail d'un couple a augmenté.
d'accord, depuis les années 70. Parce que les deux travaillent, en moyenne, maintenant. Donc la réduction des temps de travail reste un vrai projet collectif et compréhensible et défendable. Brigitte en a parlé tout à l'heure, la question de la formation. On peut créer un droit à 2 années de formation, rémunéré correctement, allez, 3. 3, c'est mieux. 3, 4. Formation qu'on peut, droit de tirage qu'on peut utiliser pendant sa vie professionnelle pour se reformer, non seulement en ayant la formation payée, mais en ayant un vrai salaire pendant cette durée de formation, et peut-être avec un ciblage prioritaire pour ceux qui sont sortis du système scolaire avant d'avoir eu un bac plus 4 ou un bac plus 5. Je veux dire, bon, c'est peut-être pas là que c'est le plus utile de concentrer cet effort, mais pour ceux peut-être qui n'ont pas été dans l'enseignement supérieur, créer ce droit, c'est pas si coûteux que ça, c'est considérable en termes de requalification des personnes et de remise en jeu dans la société du travail. Et je ne dirai rien des politiques macroéconomiques qu'il faut mener, mais ce serait aussi un chapitre tout entier. Ça fait 35 ans quand même que les politiques macroéconomiques qui sont menées sont des politiques dont on connaît les résultats en termes d'emploi. Il faut complètement renverser la machine. Mais là, je dois m'arrêter là. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Non, pas de souci. J'ai travaillé pendant 26 ans là-bas, et l'usine a fermé, et ils m'ont viré. Alors je travaille à SANEF, c'est les sociétés d'autoroute du nord et de l'est de la France avant. Moi je suis en apprentissage dans le bâtiment. J'ai le sentiment d'être étouffé par tout ce système. Si tu travailles 35 heures et tu es payé au niveau des 4 € de l'heure, tu te dis qu'au bout d'un moment il y a un problème, quoi.